du crâne et ses différents foramen. Nous allons mettre en place dans un premier temps l'os frontal, représenté ici par la lettre F. Vous voyez que la partie verticale de l'os frontal va constituer la partie ventrale du crâne. En avant, légèrement en bas, on peut placer l'os nasal, représenté par la lettre N. Pour représenter en rose l'os maxillaire, vous voyez que l'os maxillaire va venir se souder crânialement à l'os nasal, et cette fusion va former la partie latérale et crâniale de l'orifice piriforme. L'os maxillaire, comme nous l'avons vu, est constitué de 4 processus. Nous avions bien vu sur la vue de face qu'il y avait un processus zygomatique, un processus frontal, un processus alvéolaire et un processus palatin. Le processus alvéolaire va soutenir l'arcade dentaire supérieure, ce que l'on voit bien sur cette coupe, et l'on observe aussi horizontal le processus palatin qui va former la partie ventrale du palais osseux. La mandibule, représentée en turquoise ici, avec une partie horizontale qui va supporter l'arcade dentaire inférieure et une branche verticale qui vient s'articuler avec l'os temporal. Au milieu, représenté ici en vert, l'os sphénoïde. La partie qui est coupée sur la ligne médiane correspond au corps du sphénoïde. Le corps du sphénoïde est constitué d'une cavité qui s'appelle le sinus sphénoïde. En arrière de cette cavité, sur la face crâniale de l'os sphénoïde, existe une dépression qui se nomme la selle turcique et dans laquelle va venir se loger la glande hypophyse. Cet os sphénoïde a une anatomie complexe qui sera décrite sur les diapositives suivantes. On peut mettre en place l'os pariétal. Cet os pariétal constitue l'essentiel de la paroi de la calvaria et a été représenté ici en pointillé l'empreinte osseuse des vaisseaux duraux, des vaisseaux des enveloppes du système nerveux central qui sont plaqués directement contre l'os et qui impriment leur marque sur la face interne de la boîte crânienne. On peut mettre en place aussi l'os temporal. Cet os temporal est donc formé d'une partie squameuse qui remonte se souder à l'os pariétal et d'une partie qui est plus médiane et qui correspond à la partie appelée rocher. On place enfin l'os occipital qui a été représenté ici en jaune. Cet os occipital est constitué de 4 parties. Une partie squameuse qui correspond à l'écaille, qui est la partie postérieure et crâniale. Cet os occipital est constitué de 2 parties latérales. Ces parties latérales vont former les limites latérales du foramen magnum. Nous allons avoir une partie ventrale qui se nomme la partie basilaire. Cette partie basilaire correspond à ce que l'on appelle la lame basilaire. Cette lame basilaire se soude crânialement et ventralement avec la partie postérieure de l'os sphénoïde. Nous pouvons mettre en place un os que nous n'avons pas encore vu qui se nomme l'ethmoïde. Il est représenté ici en gris. L'os ethmoïde est un os impair et symétrique qui appartient à la partie antérieure du crâne. Cet os ethmoïde participe à la formation des orbites et à la formation des cavités nasales. La partie qui est visible ici correspond à la lame perpendiculaire. C'est une partie médiane et verticale qui va séparer la fosse nasale droite de la fosse nasale gauche. À l'aplomb de cette lame perpendiculaire, dans la cavité crânienne, on retrouve ce que l'on nomme une protubérance osseuse appelée la cristagallie. En pointillé, entre la cristagallie et l'ethmoïde, se trouve ce que l'on nomme la lame criblée. C'est une lame qui est perpendiculaire
à la lame perpendiculaire et qui est perforé de nombreux orifices. On peut mettre en place un os impair et médian, représenté ici en orange, et qui se nomme le vomère. Le vomère a une forme de quadrilatère et il est en position sagittale. Il va séparer lui aussi la fosse nasale droite de la fosse nasale gauche et il vient s'insérer sur son bord caudal, sur la ligne médiane, au niveau de l'os maxillaire, plus précisément au niveau du processus palatin. Enfin, nous pouvons mettre en place un os appelé l'os palatin. Il est représenté ici en vert clair. Cet os pair est situé contre le maxillaire et le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. Il existe des cavités au niveau de ces structures osseuses. La première cavité se situe dans la paroi de l'os frontal et se nomme le sinus frontal. Ces sinus frontaux, droit et gauche, vont communiquer avec les fosses nasales. Comme nous l'avons vu, l'os sphénoïde, le corps de l'os sphénoïde, qui correspond à sa partie médiane, est lui aussi creusé d'une cavité que l'on nomme le sinus sphénoïde. Ce sinus sphénoïde communique lui aussi avec les fosses nasales. Nous pouvons mettre en place sur ce schéma les cavités nasales. La cavité nasale débute par l'orifice piriforme que nous avons vu sur la vue de face du crâne. Cette cavité nasale va faire communiquer les fosses nasales avec la région nasopharyngée. Nous verrons sur les coupes suivantes l'anatomie de ces fosses nasales. La partie qui va faire communiquer les fosses nasales en arrière avec la région nasopharyngée se nomme les coanes. Étudions sur cette coupe la base interne du crâne. Nous allons voir les fosses crâniennes et l'organisation osseuse de cette base interne du crâne. Pour cela, la calvaria a été retirée en totalité afin de visualiser la face interne du crâne. Nous allons mettre en place tout d'abord l'os frontal avec la partie verticale qui a été donc sectionnée. Cette partie verticale est creusée d'un sinus, le sinus frontal, et la partie horizontale de l'os frontal va correspondre au toit orbitaire. Nous pouvons placer sur la ligne médiane l'os ethmoïde. Cet os ethmoïde est constitué de deux parties. Tout d'abord, la cristagalie, qui est une excroissance osseuse verticale dans le même plan que la lame perpendiculaire qui se trouve en dessous dans les fosses nasales. Associée à cette cristagalie, dans un plan horizontal, donc perpendiculaire, on retrouve la lame criblée droite et lame criblée gauche. Les lames criblées sont dans le même plan que les toits orbitaires de l'os frontal. En arrière, on retrouve l'os sphénoïde. L'os sphénoïde, nous l'avons vu, est constitué d'un corps qui était bien visible sur la coupe sagittale précédente, et rattaché à ce corps se trouvent ce qu'on appelle les petites ailes de l'os sphénoïde. Les petites ailes de l'os sphénoïde sont dans le même plan que le toit orbitaire de l'os frontal et que la lame criblée de l'os ethmoïde. Plus en arrière, dans un autre plan, un plan plus caudal, se trouvent les grandes ailes de l'os sphénoïde. Ces grandes ailes de l'os sphénoïde s'étendent latéralement jusqu'à la paroi latérale du crâne où il est visible sur une vue latérale. Au niveau du corps, on peut placer la selle turcique. L'os temporal. L'os temporal est constitué d'une partie pétreuse et d'une écaille. La partie pétreuse a une forme de tétraèdre
à base externe. Ce tétraèdre a un grand axe oblique, médialement, en avant et un peu vers le haut. On décrit à cet os temporal une face antérieure, qui est représentée ici en marron clair, associée à ce marron clair, avec le même coloris a été représentée l'écaille de l'os temporal, mais cette écaille se continue sur le rocher et forme la face antérieure du rocher. Nous avons la face postérieure du rocher, qui est représentée ici en marron plus foncé. Cette face postérieure du rocher est presque perpendiculaire à la face antérieure et a un trajet quasi vertical. Ce tétraèdre est aussi constitué d'une face inférieure qui n'est pas visible sur une vue interne de la base du crâne. On décrit à cet os temporal un bord antérieur. Ce bord antérieur correspond à la jonction entre la face antérieure et l'os sphénoïde qui est en avant, plus précisément la grande aile. On décrit aussi un bord postérieur. Ce bord postérieur va correspondre à la jonction entre le rocher et l'os occipital. Et il existe enfin un bord supérieur, et ce bord supérieur s'appelle aussi la crête du rocher et correspond à la jonction entre la face antérieure et la face postérieure. Ici, sur le schéma, ça correspond à la jonction entre le marron clair et le marron foncé. L'os pariétal peut être placé, lui aussi il est essentiellement sectionné, on n'en voit que sa partie caudale. On peut mettre en place l'os occipital. Vous voyez que l'os occipital est constitué en avant d'une lame, appelée lame basilaire, qui s'articule avec le corps du sphénoïde en avant. Cet os occipital est constitué d'une écaille qui va participer à la formation de la calvaria, à sa partie caudale. Représenté en rouge ici, le bord supérieur ou crête du rocher. On peut représenter aussi le bord dorsal de la petite. Étudions les trous de la base interne du crâne et leur contenu. Nous remettons en place les différents étages, fosse crânienne antérieure, fosse crânienne moyenne, fosse crânienne postérieure, dans un dégradé de jaune. Les premiers orifices se trouvent au niveau de la lame criblée. Ce sont les orifices de la lame criblée. Les orifices de la lame criblée vont contenir les fibres nerveuses de la première paire crânienne, représentée ici par le chiffre romain. Toujours au niveau de la fosse crânienne antérieure, de part et d'autre du corps du sphénoïde, vous avez le canal optique. Le canal optique va contenir la deuxième paire crânienne. On change d'étage, on est à la jonction entre la fosse crânienne antérieure et la fosse crânienne moyenne, et on retrouve la fissure orbitaire supérieure que nous avions vue sur une vue de face au fond des cavités orbitaires. Cette fissure orbitaire supérieure va contenir plusieurs paires crâniennes, la troisième paire crânienne, la quatrième paire crânienne, la première branche de la cinquième paire crânienne et la sixième paire crânienne. L'ensemble de ces paires crâniennes sont destinées à l'œil. Plus en arrière, au niveau des grandes ailes de l'os sphénoïde, on retrouve le foramen rond. Ce foramen rond va contenir la deuxième branche de la cinquième paire crânienne. Plus en arrière et latéralement, on trouve ce que l'on nomme le foramen ovale. Ce foramen ovale se trouve au niveau des grandes ailes du sphénoïde et contient la troisième branche de la cinquième paire crânienne. Plus latéralement et légèrement dorsale, on retrouve
le foramen épineux. Ce foramen épineux contient une structure vasculaire, une artère. C'est l'artère méningée moyenne. Cette artère méningée moyenne va venir vasculariser les enveloppes du système nerveux central, et c'est cette artère moyenne qui fait son empreinte sur la face interne de la boîte crânienne. Plus en dedans, le foramen déchiré. Le foramen déchiré va être le lieu d'émergence de la carotide interne. La carotide interne est un vaisseau volumineux qui va venir alimenter le système nerveux central en sang artériel. Au niveau de la face postérieure des rochers, on retrouve ce que l'on nomme le pore acoustique interne. Ce pore acoustique interne va contenir la 7e paire crânienne, ainsi que la 7e bis et la 8e paire crânienne. Plus en arrière, on se rapproche du foramen magnum, mais on est toujours sur la face postérieure du rocher, le foramen jugulaire. Ce foramen jugulaire va contenir des structures nerveuses, des paires crâniennes, et une structure veineuse. Les paires crâniennes sont la 9e paire crânienne, la 10e paire crânienne et la 11e paire crânienne. La structure vasculaire va correspondre à une structure veineuse appelée sinus sigmoïde. C'est par ce sinus sigmoïde que le sang veineux de la boîte crânienne sera drainé. De part et d'autre du foramen magnum, au niveau des parties latérales de l'os occipital, se trouve le canal hypoglosse. Ce canal hypoglosse va contenir la 12e paire crânienne. Enfin, le foramen magnum va contenir la moelle allongée, la moelle épinière, la 11e paire crânienne, du moins sa branche spinale. Ce foramen va contenir les méninges, c'est-à-dire les enveloppes du système nerveux central, des vaisseaux, les artères vertébrales et le tronc basilaire. L'écoulement veineux, le drainage veineux au niveau de la cavité crânienne se fait à travers des structures anatomiques spécifiques. Ces structures se nomment le sinus transverse droit et gauche. Vous voyez que ces sinus transverses sont plaqués sur l'écaille de l'os occipital. Ils impriment aussi une empreinte qui est visible à la face interne de l'écaille occipitale. Ces sinus transverses ont une trajectoire horizontale et au contact de la face postérieure du rocher vont changer de direction pour prendre le nom de sinus sigmoïde et sortir de la boîte crânienne par le foramen jugulaire. Ce trajet du sang veineux est représenté par les flèches bleues. Étudions à travers un tableau le contenu des trous de la base interne du crâne. La première paire crânienne, ou nerf olfactif, va émerger à travers la lame criblée. Le rôle de ce nerf est l'olfaction. La deuxième paire crânienne se nomme le nerf optique. Le nerf optique va sortir de la base du crâne à travers le canal optique. Le rôle du nerf optique est d'assurer la vision. La troisième paire crânienne correspond au nerf oculomoteur. Ce nerf oculomoteur va émerger par la fissure orbitaire supérieure dans la cavité orbitaire. Ce nerf a un rôle oculomoteur. La quatrième paire crânienne, ou nerf trochléaire, va lui aussi émerger par la fissure orbitaire supérieure et assurer lui aussi l'oculomotricité. La cinquième paire crânienne se nomme le trijumeau. Il faut diviser le trijumeau en 3 branches différentes. La première branche, le 5-1, se nomme le nerf ophtalmique. Ce nerf ophtalmique va
franchir la fissure orbitaire supérieure, se retrouver dans la cavité orbitaire et émerger par l'orifice ventral de la cavité orbitaire au niveau de la face. Son rôle est d'assurer la sensibilité de l'œil et la sensibilité de la partie frontale de la face. La deuxième branche du nerf trijumeau correspond au nerf maxillaire. Le nerf maxillaire va emprunter le foramen rond et va assurer la sensibilité de la face. Enfin, la troisième branche du nerf trijumeau, le 5-3 ou nerf mandibulaire, va emprunter le foramen ovale et assurer la sensibilité de la partie inférieure de la face. La sixième paire crânienne ou nerf abducens, destiné à l'œil car il est oculomoteur, va emprunter avec la troisième, quatrième paire crânienne la fissure orbitaire supérieure. La septième paire crânienne ou nerf facial va emprunter le port acoustique interne et va assurer la motricité de la face. La septième bis ou nerf intermédiaire va emprunter le port acoustique interne. La huitième paire crânienne ou nerf vestibulo-cochléaire va accompagner le 7 et le 7 bis à travers le port acoustique interne et va assurer l'équilibre et l'audition. La neuvième paire crânienne ou nerf glossopharyngien va emprunter le foramen jugulaire et va faire partie de la famille des nerfs mixtes qui ont un rôle à la fois sensitif et moteur. Dans la famille des nerfs mixtes, on retrouve le nerf vague ou dixième paire crânienne, la onzième paire crânienne ou nerf accessoire va emprunter lui aussi le foramen jugulaire et fait partie de la famille des nerfs mixtes. Enfin, la douzième paire crânienne ou nerf hypoglosse va emprunter le canal hypoglosse et va assurer la motricité de la langue. Revenons sur l'anatomie de l'os phénoïde. Ici, est présenté sous forme d'un schéma les différentes parties qui constituent l'os phénoïde. En haut à gauche, nous avons le corps de l'os phénoïde. C'est cette partie médiane que nous avions vue initialement sur la coupe médio-sagittale du crâne. Ce corps du sphénoïde est creusé à sa face crâniale et à la partie postérieure de cette face d'une cavité appelée la selle turcique. C'est cette selle turcique qui va recevoir la glande hypophyse. Nous avons associé à ce corps, rattaché à ce corps, les grandes ailes. Les grandes ailes de l'os sphénoïde font partie de l'étage moyen de la base du crâne et vont latéralement émerger jusqu'à la fosse temporale. C'est ainsi qu'on décrit une face temporale aux grandes ailes. Ces grandes ailes vont participer aussi, comme on l'avait vu sur la vue de face des cavités orbitaires, aux parois orbitaires. Cette partie des grandes ailes qui participe aux cavités orbitaires se nomme la face orbitaire. Et nous avons à l'intérieur de la base crânienne la face basale. On peut placer le foramen épineux qui va laisser le passage à l'artère ménagée moyenne et le foramen ovale qui va laisser le passage à une paire crânienne. On retrouve le foramen rond sur la face en dessous de la face orbitaire. Il existe rattaché au corps de l'os sphénoïde d'autres structures que les grandes ailes. Tout d'abord, les petites ailes que nous avons vues, qui sont dans la fosse crânienne antérieure, dans le même plan que la partie horizontale de l'os frontal, et elles se rattachent donc aux parois latérales du corps du sphénoïde. À la partie inférieure, rattachée, on retrouve les processus ptérygoïdes, droit et gauche,
qui sont connectés à leur partie crâniale à la face caudale du corps du sphénoïde. Si l'on place l'ensemble de ces structures ensemble, nous avons l'anatomie complète de l'os sphénoïde. La structure qui se forme une fois tous les éléments réunis est la fissure orbitaire supérieure qui va faire communiquer la fosse crânienne moyenne avec la cavité orbitaire. Représentée ici en rouge, les petites flèches puis en pointillés, cette fissure orbitaire supérieure. Vous remarquerez sur ce schéma que le canal optique n'est pas représenté, or il existe bien au niveau du sphénoïde. Étudions maintenant l'orbite et les fosses nasales. Il s'agit d'une vue ventrolatérale légèrement crâniale. Nous pouvons mettre en place tout d'abord l'os maxillaire. Vous voyez que cet os maxillaire va supporter l'arcade dentaire supérieure, va constituer la paroi latérale et inférieure de l'orifice piriforme et le bord médial de la cavité orbitaire. Plus latéralement, l'os zygomatique, qui va s'articuler avec l'os maxillaire, l'os frontal et l'os temporal. Cet os zygomatique va constituer l'essentiel de la paroi latérale de la cavité orbitaire. À la partie supérieure, le toit de l'orbite, nous l'avons vu, est constitué par la partie horizontale de l'os frontal. Nous pouvons mettre en place, pour être complet, même s'il ne participe pas aux limites et aux parois de la cavité orbitaire, l'os nasal. Au fond de la cavité orbitaire, nous venons de le voir en détail, l'os sphénoïde. L'os sphénoïde avec le canal optique et la fissure orbitaire supérieure. Nous pouvons mettre en place aussi sur la ligne médiane l'os ethmoïde. La partie qui est visible au niveau des fosses navales à travers l'orifice piriforme correspond à la lame perpendiculaire. Cette lame est médiane. Mais l'os ethmoïde, et nous le verrons plus loin sur une coupe, a aussi un contingent latéral qui va venir constituer une partie de la paroi médiale de la cavité orbitaire. Toujours à travers l'orifice piriforme, il est possible de voir la partie ventrale du vomère, qui est dans le même plan que la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, dans le plan sagittal médian. Enfin, nous pouvons mettre un os que nous n'avons pas encore vu, qui fait partie des os de la face et qui se nomme l'os lacrymal. L'os lacrymal est limité en arrière par l'ethmoïde, en avant et caudalement par l'os maxillaire. Il existe aussi un contact à sa partie crâniale avec l'os frontal. Mettons en place les différents orifices. Tout d'abord, la fissure orbitaire inférieure. La fissure orbitaire inférieure est limitée crânialement par l'os sphénoïde, la grande aile, limitée latéralement par l'os zygomatique et limitée caudalement et médialement par l'os maxillaire. On va mettre en place la fissure orbitaire supérieure. Nous avons vu que cette fissure orbitaire supérieure était entre la grande aile et la petite aile du sphénoïde. Enfin, toujours au niveau du sphénoïde, nous pouvons mettre en place le canal optique. En suivant le rebord orbitaire, à la partie toute supérieure, on retrouve une dépression, parfois même un canal fermé, qui se nomme le foramen supraorbitaire. À la partie inférieure de l'os crânial, de l'os lacrymal, se trouve le canal lacrymonasal. Ce canal lacrymonasal communique avec les fosses nasales. Tout en avant, l'ouverture piriforme, l'ouverture vers les fosses nasales. À la face jugale de l'os maxillaire, on retrouve le foramen infraorbitaire. Étudions sur cette diapositive la base externe du crâne.
Nous représentons ici, toujours de la même couleur, l'os maxillaire. L'os maxillaire va présenter un processus, le processus palatin, qui va venir s'unir sur la ligne médiane avec le processus palatin contralatéral. Et ces deux processus palatins vont former la partie ventrale du palais osseux. Cet os maxillaire va supporter l'arcade dentaire supérieure et l'on va pouvoir voir en perspective ici le corps de l'os maxillaire. Plus latéralement et légèrement plus en arrière se trouve l'os zygomatique, représenté ici en orange, et qui s'insère en avant sur l'os maxillaire et qui va présenter en arrière un contact avec l'os sphénoïde et l'os temporal. L'os sphénoïde, représenté ici en vert, avec latéralement les grandes ailes, les processus ptérygoïdes qui sont orientés caudalement et ventralement, représenté ici en marron, l'os temporal. Cet os temporal va nous présenter sur cette face le processus zygomatique de l'os temporal qui va venir en contact avec le processus zygomatique de l'os zygomatique et former l'arcade zygomatique. On retrouve le processus thyloïde qui est représenté ici en marron et qui fait partie intégrante de l'os temporal. En perspective, l'écaille temporale, qui a donc une orientation crâniale. Et on peut distinguer ici la face caudale du rocher, avec un grand axe qui est orienté ventralement et médialement. Et plus en arrière, le volumineux processus mastoïde, qui est palpable sous la peau. Représenté ici en jaune l'os occipital et les condyles occipitaux, droit et gauche, qui vont venir s'articuler avec l'atlas, première vertèbre cervicale, et plus en arrière, l'écaille, puis on distingue ici, représenté en bleu, l'extrémité la plus caudale et dorsale de l'os pariétal. Enfin, l'on peut placer l'os palatin en vert foncé. Cet os palatin est dans le même plan que les processus palatins et ils vont former la partie dorsale du palais osseux et limiter les choanes. Au centre, la partie dorsale du vomer. L'on peut séparer en trois segments différents cette base externe du crâne. Ces trois étages sont tous pratiquement dans le même plan, contrairement à ce qu'il existe au niveau de la base interne qui est décrite sous forme de marche d'escalier. Tout d'abord, nous avons l'étage facial, puis un étage moyen, et enfin, le plus dorsal, un étage cervical. Étudions les trous de cette base externe du crâne et leur contenu. Au niveau du palais osseux, sur la ligne médiane, se trouve le foramen incisif. Plus en arrière, entre le processus palatin de l'os maxillaire et le vomer, et l'os palatin, on retrouve le foramen grand palatin. Il est aussi possible de retrouver sur cette face la fissure orbitaire inférieure, fissure qu'on voyait aussi au fond de la cavité orbitaire. Les choanes sont représentés ici. On voit clairement qu'ils correspondent à l'abouchement final dorsal des fosses nasales. C'est limité par l'os palatin en bas, par
le vomère médialement et par les ptérygoïdes du sphénoïde latéralement. On retrouve la bouchure externe du foramen ovale, l'équivalent de ce qu'on avait au niveau du foramen de la base interne. On retrouve aussi l'entrée du foramen épineux. Il existe à la face inférieure de l'os temporal un orifice qui se nomme le canal carotidien. Il n'a pas d'équivalent au niveau de la face interne du crâne. Plus latéralement, on retrouve le pore acoustique externe que nous avions déjà vu sur une vue latérale du crâne. En arrière du processus styloïde se trouve le foramen stylomastoïdien. On retrouve la fosse jugulaire, équivalente de la fosse jugulaire au niveau de la base interne du crâne. De même pour le foramen déchiré plus en avant. La sortie du canal du nerf hypoglosse légèrement en avant des condyles. Et enfin, sur la ligne médiane, le plus volumineux, le foramen magnum. Leur contenu. Tout d'abord, le foramen épineux va contenir l'artère ménagée moyenne. L'artère ménagée moyenne va donc rentrer dans la boîte crânienne à travers ce foramen. La carotide interne. La carotide interne va rentrer dans la boîte crânienne à travers le canal carotidien. Une fois dans l'os temporal, la carotide va changer de direction et va devenir horizontale. Elle va avoir une direction ventrale et médiale pour venir émerger au niveau de la base interne du crâne, au niveau du foramen déchiré. Il est possible de visualiser à travers le foramen déchiré, en observant la base externe du crâne, la carotide qui fait son coude et qui remonte dans la boîte crânienne. On retrouve au niveau du foramen jugulaire l'émergence de la veine jugulaire interne et on peut placer en pointillé le sinus transverse et le sinus sigmoïde. Étudions maintenant des coupes frontales du crâne. Nous allons revoir les différentes structures que nous avons déjà vues dans les précédentes diapositives. 3 plans de coupe vont être étudiés. Le premier va passer par la face. On va nous permettre d'étudier la face et les différentes fosses qui constituent la face. La deuxième plan de coupe va passer par la fosse crânienne moyenne, en plein milieu de l'os sphénoïde. Et le troisième plan de coupe va passer par la fosse crânienne postérieure, à travers le foramen magnum. La première coupe, la coupe qui passe par la fosse crânienne antérieure. C'est la coupe frontale du crâne. Nous pouvons remettre en place l'os frontal, avec sa partie verticale qui forme l'écaille et sa partie horizontale qui forme le toit de l'orbite. On peut remettre en place l'os ethmoïde, qui est représenté ici en jaune. Nous allons pouvoir mettre en place toutes les structures de l'os ethmoïde, avec, sur la ligne médiane, pointant dans la cavité crânienne, la cristagalie. Perpendiculaire à la cristagalie, perforée, la lame criblée droite et gauche. Plus latéralement connectés par l'intermédiaire de la lame criblée, les labyrinthes droit et gauche. Vous voyez que ces labyrinthes, cette partie labyrinthique de l'os ethmoïde va constituer une partie de la paroi médiale de l'orbite. Enfin, on retrouve sur la ligne médiane, dans la continuité de la cristagalie, mais au niveau des fosses nasales, la lame perpendiculaire. Nous avons ici l'ensemble des éléments qui constituent l'os ethmoïde. On a une portion d'os zygomatique,
Cette jonction se fait au niveau avec l'os maxillaire. L'os maxillaire, quant à lui, est creusé de nombreuses cavités, nous allons y revenir. Enfin, cette coupe descend jusqu'au niveau de la mandibule, nous sommes au niveau de la branche horizontale de la mandibule. Sans oublier sur la ligne médiane, dans la continuité de la lame perpendiculaire, le vomer. On peut représenter ici le palais osseux avec le processus palatin maxillaire, droit et gauche, qui se rejoignent sur la ligne médiane. On retrouve sur cette ligne médiane l'insertion caudale du vomer. On devine la cavité orbitaire qui n'est pas complètement fermée à ce niveau de coupe. Et enfin, les fosses nasales. Les fosses nasales sont séparées en fosse nasale droite et fosse nasale gauche. C'est la lame perpendiculaire et le vomer qui font en commun cette séparation. Les fosses nasales vont communiquer latéralement avec une cavité osseuse qui est creusée au niveau du corps de l'os maxillaire et qui se nomme le sinus maxillaire. Il existe un sinus maxillaire droit et gauche. Ces sinus maxillaires communiquent avec les fosses nasales. On peut mettre en place au niveau des fosses nasales un certain nombre de cornées, qui sont des excroissances osseuses. Le cornet supérieur, représenté ici par le chiffre 1, se trouve à la face médiale de la partie labyrinthique de l'os ethmoïde, c'est celui de plus petite taille. Le cornet moyen est rattaché lui aussi à la partie labyrinthique de l'os ethmoïde, elle est de longueur plus importante. Le troisième cornet constitue à lui tout seul un os et constitue la limite entre le sinus maxillaire et les fosses nasales. C'est ce cornet inférieur qui est le plus long. Nous allons placer ici les différents étages. Et le premier étage que nous pouvons mettre, c'est l'étage de la fosse crânienne antérieure. Cela correspond à la partie horizontale de l'os frontal. Nous avons sur ce schéma reculé légèrement en arrière par rapport à la précédente coupe. Nous avons ici une coupe frontale passant par la fosse crânienne moyenne. est représenté ici en bleu l'os pariétal, qui forme la calvaria, et en vert l'os sphénoïde, ainsi qu'en bleu turquoise la mandibule. Pour être complet, cette coupe passe par l'arcade zygomatique. Cette arcade zygomatique, je vous le rappelle, met en contact l'os zygomatique ventralement et l'os temporal dorsalement. Cette coupe au niveau de l'os sphénoïde passe à travers le corps du sphénoïde et à travers les processus ptérygoïdes. On peut enfin placer sur ce schéma la suture sagittale sur la ligne médiane correspondant à la fusion des deux os pariétaux. Représenté ici en pointillé vert le niveau de la fosse crânienne antérieure et représenté là en bleu le niveau de la fosse crânienne moyenne. Vous voyez très clairement que ces deux fosses se trouvent à des niveaux différents, d'où la notion de marche d'escalier. Voyons maintenant le troisième plan de coupe qui se situe au niveau de la fosse crânienne postérieure. On peut rapidement mettre en place l'os pariétal, représenté ici en bleu, et qui constitue l'essentiel de la calvaria à ce niveau. On peut remettre aussi en place l'os temporal, représenté en marron. Il s'agit de la partie mastoïdienne renflée.
L'os occipital à la partie inférieure, représenté en jaune, avec ici visible essentiellement les parties latérales de l'os occipital, droite et gauche, qui constituent les limites latérales du foramen magnum. Comme repère anatomique, la mastoïde au niveau de l'os temporal, lieu d'insertion des muscles du cou. On peut mettre en place les différents repères anatomiques que nous avions vus précédemment. Tout d'abord, la fosse crânienne antérieure, au niveau du toit des orbites. La fosse crânienne moyenne, qui passe au niveau du sphénoïde. Et enfin, la fosse crânienne postérieure. Nous voyons bien sur ce schéma qu'il existe 3 étages successifs au niveau de la base interne du crâne.